Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver une fois de plus sur Gandhi Malien TV dans notre émission intitulée Analyse géopolitique. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation au Niger du communiqué du 10 août de la CEDEAO sur la situation actuelle du pays. Nous allons également parler de la réciprocité de la suspension des visas entre le Mali et la France. Pour en parler, nous recevons avec nous sur ce plateau Monsieur Famori Dansoko, chercheur analyste géopolitique géostratégie. Bonsoir Monsieur Dansoko. Bonsoir Madame, comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous de vous dire merci de m'avoir invité aussi de venir discuter sur certaines questions qui préoccupent aujourd'hui l'Afrique, le Mali en particulier. Merci. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest compte faire, si nécessaire, l'usage de la force pour le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Elle a décidé d'activer sa force de défense et de déployer ses troupes afin de rétablir l'ordre et la sécurité au Niger. C'est ce que ressort du sommet spécial des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation actuelle du Niger hier 10 août à Abuja. Alors, Monsieur Dansoko, que pensez-vous de ces communiqués de la CEDEAO qui jusqu'à présent continuent de parler d'une intervention militaire? Merci pour cette question. Ces communiqués d'hier de la CEDEAO, pour moi, la CEDEAO elle est toujours dans la gesticulation ou si je veux dire la diversion. Parce que la CEDEAO, ça sent très bien qu'elle n'est plus inutile, elle n'a plus les moyens pour faire asseoir la domination coloniale française et pourquoi elle se permet de prendre certaines décisions ou certaines sanctions à l'égard des pays qui aujourd'hui, avec des peuples, veulent avoir leur réelle souveraineté. Concernant les communiqués d'hier, moi quand je l'ai lu, j'ai ri un peu parce que ça me rappelle comme si ce sont des jeunes qui sont en train de se battre pour une fille et puis voilà, il y a dans le déclin, il y a d'autres qui tentent de menacer, si tu fais ça, je vais ça, et pour dire que il y a d'autres là qui viendront me soutenir. Parce que quand je lis le communiqué, je suis allé comme ils ont, selon les actions qu'ils ont citées, de A à Z. Quand je commençais, je suis arrivé au niveau de F. D'abord, ils ont commencé d'abord à mettre en garde les pays qui vont encore essayer d'intervenir pour appuyer le Niger en ce qui concerne le Mali et le Burkina Faso. Là, il y a aussi, mais ce qui m'a fait un peu rire, quand la CEDEAO demande l'appui des Nations Unies, du Conseil de sécurité, l'Union africaine et d'autres organisations internationales, cela prouve effectivement que vraiment la CEDEAO n'a plus le pouvoir, n'a plus la force pour s'imposer. Parce que ce qui veut dire que en quelque sorte, en géopolitique, en géostratégie, elle est en train de donner à la France, qui a la plume au niveau du Conseil de sécurité pour les pays qu'elle a colonisés, de rédiger comment dirais-je, des résolutions pour pouvoir intervenir et sous couvert de la CEDEAO. Donc, pour moi, ces communiqués, ça ne sert à rien parce que ce qui compte, c'est la réalité, c'est la vérité sur le terrain. Je sais que la CEDEAO ne pourra pas venir militairement dans cette situation. Peut-être nous aurons le temps d'intervenir un peu dans l'histoire de l'intervention de la CEDEAO dans les autres pays où il y a eu d'autres crises. Elle n'a pas pu vraiment résoudre comme elle entend. Oui, d'accord, vous venez de le dire, hein, la CEDEAO a demandé l'appui de ses partenaires. Donc, notamment l'Union africaine, aujourd'hui, dans un communiqué publié, le président de la Commission de l'Union africaine exprime son ferme soutien aux décisions de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous pensez également de ce soutien de la part de l'Union africaine? En fait, l'Union africaine, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle va faire aussi? Elle aussi. Quel soutien? Parce qu'il faut rappeler que au Conseil de sécurité de l'Union africaine, ils ont aussi une force d'intervention. Mais dans l'histoire, l'Union africaine, en réalité, n'a pas cette force-là. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a une sorte de jeu de pouvoir qui se joue au niveau de leadership, qui se joue au niveau de l'Union africaine. Je me rappelle, à un moment donné, quand ils ont réussi à mettre une force d'intervention, et pour la première fois, c'était en 2010, et qui était dirigé par le colonel, enfin, excusez-moi, par le général
Sekouba Konaté, l'ancien président de la transition en Guinée, qui ont fait des exercices militaires au niveau de l'Afrique du Sud. Mais en réalité, cette force de l'Union africaine, depuis la création de l'Union africaine jusqu'à maintenant là, avons-nous entendu parler d'une force d'intervention de l'Union africaine? Dans quelle situation, dans quel pays en Afrique? Or, les pays africains, du jour au lendemain, il y a des crises un peu partout. Hein? Imaginez de la crise ivoirienne jusqu'à maintenant, il y a des crises un peu partout. Et l'Union africaine avait à travers sa force. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc en réalité, l'Union africaine elle-même n'a même pas de force parce que à un moment donné, Alassane Dramane Ouattara disait, à cause de ses luttes de leadership au sein de l'Union africaine, qu'on a de laisser notre sécurité aux grandes puissances qui ont des intérêts de venir nous défendre. Puisqu'ils n'arrivent pas à mettre en place une force réelle qui est capable d'intervenir militairement dans les conflits. Par exemple, comme il cite les coups d'État, où moi je ne considère même pas des coups d'État. Mais peut-être on aura l'occasion aussi d'en parler aussi sur cette question des coups d'État aussi. Oui. Oui. D'accord. Alors, en cas d'intervention militaire, quelles peuvent être les conséquences pour les pays du Sahel? Parce que nous avons vu le cas de la Libye en quelque sorte. Bon, en fait, les conséquences quand même, le cas de la Libye, elle est toujours présente. Les conséquences de l'intervention de l'OTAN en Libye, nous les vivons aujourd'hui. Parce que si vous voyez que le Sahel est aujourd'hui déstabilisé, je rappelle que cette déstabilisation du Sahel a été préparée, planifiée par le service de renseignement américain à partir des années 2008 au Sahel. Mais bien avant ça, il y avait le conflit entre la Libye et le Tchad. Donc, tout ça là entraîne, cela on peut considérer comme c'est une manière de planifier, de diriger la déstabilisation de cette région. Vous avez cité l'intervention de l'OTAN au niveau de la Libye. Aujourd'hui, la Libye, l'État libyen n'existe pas en réalité. Parce qu'il y a des gouvernements, il y a des côtés qui s'affrontent, qui est appuyé l'un par l'autre, par d'autres puissances. Aujourd'hui, la Libye s'est divisée. C'est plus qu'aujourd'hui, d'autres pays qu'on a vu, le Soudan. Le Soudan qui est divisé aujourd'hui, Soudan du Sud et Soudan du Nord. Aujourd'hui, la situation de la Libye a été la principale cause de la déstabilisation de la région du Sahel. Parce que si l'OTAN n'avait pas intervenu en Libye, mais cette intervention, elle était déjà planifiée. Parce que il y avait des intérêts ou des intérêts géostratégiques, il faut forcément la protéger, il faut fortement les exploiter. Les pétroles et autres là. Donc, et Muammar Kadhafi, ça sent bien que vraiment, il y a une rébellion qui a été financée, soutenue, armée contre son pouvoir et du peuple. Parce qu'en réalité, ceux qui ont pris les armes, vous avez vu, c'est eux-mêmes qui sont revenus au nord du Mali pour demander l'indépendance. Parce que Sarkozy les a dit que voilà, on va vous appuyer, vous allez venir réclamer l'indépendance de votre pays qui est soi-disant Azawad, je ne sais pas quoi. Mais donc, en résumé, cette intervention de l'OTAN en Libye aujourd'hui est la principale cause aujourd'hui. Et jusqu'à présent, la conséquence, c'est pas facile aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à gérer. Jusqu'à présent, la crise libyenne, elle n'a pas été gérée jusqu'à présent. D'accord, là, c'était un exemple. Mais là, parlons de la situation actuelle au Niger. Donc, en cas d'intervention militaire, à quoi nous devons nous attendre, en fait, pour le Sahel, précisément? Bon, pour le cas du Niger, comme je le dis au début de mes propos, je ne pense pas qu'il pourrait avoir une intervention militaire. Parce que, je vais donner juste 2 éléments ou 3 éléments. Le premier élément, vous savez très bien que les pays francophones, à chaque fois qu'il y a un coup d'État, c'est la France qui est toujours en tête. C'est la France qui fait des gesticulations, il fait tout pour, je ne sais pas, faire quoi. Mais en réalité, ce coup d'État au Niger est bien un coup d'État préparé, si je me dis comme ça, par les Américains. Si je dis préparé, parce qu'ils ont tendu un piège à la France. Parce que rappelez que la principale ressource minière aujourd'hui exploitée au Niger, c'est l'uranium. Et l'uranium, c'est à partir de 1966 que la France a commencé à mener des études de recherche sur l'uranium. Et à partir de 1968, la première société a été créée, qu'on appelle Somaré.
Somaré. Donc, à partir de 1968, l'exploitation a commencé. Donc, partant de cela, les États-Unis ont demandé à la France, à suggérer à la France, je vais dire comme ça, de demander au Niger ou de dire au Niger de revoir l'accord d'exploitation ou les permis d'exploitation pour en faire un permis d'exploration, c'est-à-dire un permis de recherche. Donc, en fond, ce qui veut dire que la France, elle n'exploite plus l'uranium, mais elle est en train de chercher encore l'uranium. Mais elle va exploiter sous le dos du Niger. Donc, comprenant dans ce sens-là, les militaires qui sont aujourd'hui, ont démis Bazoum au pouvoir, ont compris, surtout un chef Tiani, a dit à Bazoum, non, il ne faut pas faire comme ça n'arrange pas. Mais ce qui est plus malheureux, tous les coups d'État au Niger, de 1973 jusqu'en 2023, c'est à cause de sa richesse. Chaque fois qu'un président va tenter de préserver les intérêts pour le peuple nigérien, la France, à travers son service de renseignement, vont planifier ou perpétrer un coup d'État contre le président. Donc, mais cette fois-ci, les militaires ont compris que non, ce n'est pas l'intérêt du peuple nigérien qui va sortir l'accord qui a été demandé, la proposition qui a été proposée par la France d'amender ou d'en faire un permis d'exploration et non un permis d'exploitation. Donc, partant de cela, les militaires ont dit à Bazoum, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Il y a d'autres éléments. Et l'élément principal que je vais citer, c'est que après le coup d'État, la première personnalité étrangère à effectuer le déplacement au Niger, c'est les Américains. Pourquoi? Il faut qu'on se pose la question. Oui. La réponse, c'est parce que les États-Unis voulaient récupérer la part de la France. Et la France voulait sacrifier le pourcentage du peuple nigérien pour prendre ça et laisser sa part aux États-Unis. Chose qui n'a pas marché. Et donc, pour moi, le coup des États-Unis a marché. Parce que déjà, il y a un coup d'État qui est là. Et vous savez très bien, même hier nuit, il y a une responsabilité américaine est venue rencontrer les militaires au pouvoir au Niger pour négocier. Et les États-Unis sont en train d'appeler toujours à la négociation. Oui. Donc, maintenant, pour les conséquences, comme je l'ai dit, je ne crois pas qu'il pourrait avoir une intervention. Parce que ça sent très bien que le Mali et le Niger sont fermes sur leurs déclarations. Et ça sent très bien que aujourd'hui il y a eu des accords entre le Mali et la Russie, des accords de défense autres là. Donc, ce qui veut dire que si un allié est aujourd'hui attaqué, la France va, la Russie va réagir. Et aujourd'hui, tout le monde sait la capacité militaire de frappe de la Russie. Et aujourd'hui, aucun pays ne va pas s'attarder à attaquer le Niger militairement. C'est pour moi, je dis que c'est juste une manière de gesticuler leur volonté pour dire qu'on va intervenir. Mais en réalité, je ne crois pas qu'il pourrait avoir l'intervention. Et s'il y a l'intervention, ça serait très grave. Parce que le Niger va dépasser plus que le cas de la Libye. Non seulement le pays sera détruit, que Dieu nous en loin de cela, mais il faut dire comme ça. En même temps aussi, les autres pays frontaliers, eux tous vont avoir leur part. Ce n'est pas parce que seulement que ces militaires-là, de d'autres pays, du Bénin, du Togo, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, vont réagir, mais les 7 pays qui font la frontière avec le Niger, ils vont tous, en tout cas, avoir des conséquences, que ça soit économique ou politique, et d'ailleurs même militaire. Parce que dès qu'il y aura l'intervention, je vous dis, dès qu'il y aura l'intervention militaire au Niger, forcément, attendez-vous qu'il y aura d'autres coups d'État dans les pays qui ont envoyé leurs militaires pour intervenir afin de remettre le président Bazoum au pouvoir. D'accord. Alors, bien avant la réunion des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenue hier, une délégation de la dite communauté de l'Union africaine et des Nations Unies qui devait se rendre à Niamey le 8 août dernier, s'est vu refuser l'accès au pays. Donc, que pensez-vous de ce refus du nouveau pouvoir nigérien? Voilà, moi, c'est ce que j'ai qualifié d'une diplomatie, d'une diplomatie agressive ou une diplomatie réactive. Voilà, c'est cela, une diplomatie réactive, parce que c'est incohérent des pays qui ont pris des sanctions contre le Niger se permettent encore
de violer leur propre espace. Parce qu'ils ont dit que les espaces aériens sont fermés et terrestres. Oui. D'abord, ils ont violé d'abord leur propre espace aérien et terrestre pour venir au Niger et violer encore l'espace aérien et terrestre nigérien. Un. Et deuxièmement, ce n'était pas possible que déjà que vous avez annoncé des sanctions contre un État sans préalablement chercher à comprendre ou à essayer de négocier avec ces pays et directement vous permettre de prendre des sanctions contre l'État. Et donc, finalement, la diplomatie ne pourrait être que réactive parce que il faut leur dire que, ok, bon, vous avez pris des sanctions contre nous, nous aussi on reste ici et on ne veut plus recevoir personne. Puisque vous avez pris des sanctions, restons dans ce sens-là et dans ces sanctions-là. On va voir qui va en perdre. Donc pour moi, ces refoulements de ces émissaires de l'Union africaine, de l'ONU, de la CEDEAO, c'est bien une diplomatie réactive. Vous avez posé la seconde question, c'est qu'est-ce qui peut être, comment dirais-je, la réaction des autres qui n'ont pas pu participer. Et comme je l'ai dit hier, ça a été toujours leur communiqué. Toujours, non seulement ils ont insisté les sanctions prises contre le Niger, mais aussi ils ont, comme vous l'avez dit à l'entame de l'émission, réactivé leur force en attente, que moi-même qui me fait rire. Voilà. Donc, voilà. Et moi, pour ça, le Niger, je suis d'accord avec eux. Comme ça, ils vont savoir que, oui, effectivement, il y a des hommes qui ont leur tête aujourd'hui qui sont à la tête du Niger. D'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'à ce stade, un possible dialogue est à envisager entre le CNSP et la CEDEAO? C'est possible parce que suffit seulement que la CEDEAO revienne à la raison pour qu'il y ait des dialogues. À la raison, comment qu'il accepte aujourd'hui ce que le peuple nigérien réclame aujourd'hui. Oui. Vous savez, il y a, comme les gens ont l'habitude de dire, il y a deux types de coups d'État. Moi, selon mes analyses, il y a des coups d'État réactionnaires, il y a des coups d'État révolutionnaires. Le coup d'État réactionnaire, c'est ce coup d'État-là qui a été planifié, coordonné et, comment dirais-je, appuyé par les puissances étrangères. Je vais donner deux exemples. Par exemple, au niveau de la Guinée ou du Tchad. Au Tchad, le président Idriss Déby, malgré qu'il est venu par un coup d'État, mais le fait qu'il ait dit la vérité sur comment la France manipule les politiciens au pouvoir pour le tripatouillage ou la révision constitutionnelle pour se tenir au pouvoir. Vous vous rappelez qu'il a fait une interview avec une journaliste, je ne sais pas si c'est France 24 ou TV5. Il a dit, on lui a posé la question, pourquoi il s'est représenté, pourquoi il s'est représenté. Il a dit clairement que c'est la France qui lui a poussé, que c'est la France qui lui a demandé de se présenter. Ah bon. Donc, le fait qu'il ait dit cette vérité-là, ça lui a coûté la vie. La DGSE française a infiltré un élément pour le tuer, à bout portant. Pour la Guinée, la première réaction de professeur Alpha Condé quand il est venu au pouvoir, c'était de renvoyer son ami intime, qui était le patron de la filiale Bolloré, la gestion du port autonome de Conakry. Et puis encore, en 2000, quand il a fait la révision constitutionnelle, on sent très bien que dans les dispositifs de la nouvelle constitution en Guinée, on sent très bien qu'il y a une vraie souveraineté. Il voulait vraiment instaurer pour permettre au peuple guinéen de bénéficier les avantages des ressources du sol et du sol dans leur pays. Mais ce qui a fait que, comment attendez-vous que quelqu'un qui a fait organiser les élections, il y a eu des manifestations, des massacres, il est élu, il est en mandat et vous venez faire le coup d'État? Pourquoi pas contre Alassane Dramane Ouattara, qui a fait la même chose? Donc ça, c'est des coups d'État réactionnaires. Ce n'est pas le coup d'État pour le peuple, mais c'est pour défendre les intérêts des puissances occidentales. Maintenant, pour les coups d'État révolutionnaires, vous savez très bien que les récents coups d'État aujourd'hui, c'est suite aux manifestations, aux contestations du pouvoir en place par le peuple. D'où les militaires ont pris leurs responsabilités, y compris, par exemple, chez nous au Mali, au Burkina Faso et au Niger.
Parce que vous allez dire que non, au Niger, il n'y avait pas de manifestations. Non, non, il y avait des manifestations. Parce qu'il a réprimé. L'armée française a tué des Nigériens lorsque le convoi passait. Donc, sauf que Bazoum a réprimé les manifestants. Donc, ils étaient retranchés. Mais ça n'a pas dit qu'il n'y avait pas de manifestations. Donc, pour moi, ces coups d'État révolutionnaires-là, c'est ce coup d'État-là que le peuple même réclame aujourd'hui. Donc, pour les États qui sont dans cette situation aujourd'hui, qui cherchent à avoir leur souveraineté réelle, parce que rappelez que c'était des souverainetés contrôlées, des indépendances contrôlées, mais aujourd'hui, vous avez vu que le Mali, avec la France a bien appris certaines leçons de droit international ou des relations internationales géopolitiques aussi, à travers le Mali, parce que on les a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le peuple malien est fier aujourd'hui, pas pour ces militaires-là, mais parce qu'aujourd'hui, nous voulons avoir notre liberté, notre indépendance, notre souveraineté sur le plan international et national. D'accord. Alors, puisque le Niger refuse de recevoir la CEDEAO pour parler peut-être de solutions diplomatiques, est-ce que là, cela ne donne pas un motif valable à la CEDEAO qui parle d'intervention militaire? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas... Parce que, je dis, quand la CEDEAO veut aujourd'hui réellement résoudre ce problème, c'est très facile. Comment? Merci. Il faut qu'ils se mettent aux côtés du peuple nigérien. Ce n'est pas se mettre aux côtés d'une seule personne. Bazoum n'est pas plus que tous les autres Nigériens. Plus de 20 millions et quelques. Bazoum n'est pas le seul. Si aujourd'hui, si ce coup d'État-là n'était pas le souhait du peuple, je t'assure, vous allez voir. Rappelez-vous que ce qui s'est passé en Turquie en 2000, je crois bien, c'était en 2015 ou 2017, quand le président Erdogan était parti en vacances, il y a un groupe militaire qui a été manipulé par les États-Unis de tenter de faire un coup d'État avec des armes. Mais c'est le peuple même qui sont sortis pour s'arrêter devant les chars. Si vous voulez faire un coup d'État à Erdogan, tuez-nous d'abord pour l'atteindre. Si aujourd'hui, ces militaires-là, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, si ce n'était pas le souhait du peuple nigérien, je t'assure, vous allez voir le peuple dans la rue. Et dites-moi, ces peuples-là qui ont avancé le Niger, est-ce que les Maliens sont sortis pour dire que non, nous ne sommes pas pour le coup d'État? Est-ce qu'au Burkina, est-ce que les peuples sont sortis? Non, nous ne sommes pas pour ça. Même en Guinée, quand Mamadi a fait le coup d'État, mais les gens sont partis pour applaudir. Donc, que la CEDEAO revienne à la raison, écoute le peuple, pas pour les militaires, mais écoute le peuple aujourd'hui. Le souhait du peuple, c'est de profiter les bénéfices de l'uranium exploité et pillé par la France à travers Areva qui est devenu aujourd'hui Orano. C'est ça. Okay. Alors, au même moment, le CNSP accuse les forces françaises stationnées au Niger en complicité avec les terroristes de déployer à travers des actes d'une extrême gravité un plan de déstabilisation du pays. Donc, que pensez-vous de cette accusation à l'encontre de la France? Si la France, elle, est accusée de ces actes-là, moi, je ne peux que le confirmer. Rappelez-vous qu'en Côte d'Ivoire, avant la crise électorale entre Ouattara et Gbagbo, la France a manigancé pour elle-même essayer de bombarder deux de ces hélicoptères à Abidjan pour trouver des prétextes que c'est l'armée de Gbagbo qui a attaqué l'armée française pour intervenir. C'est la France qui a fait ça. D'accord. À travers des pilotes bulgares, je ne sais pas à qui, mais quand même c'est la France qui a ordonné, qui a coordonné pour se faire victime de la part de l'armée ivoirienne. Alors, mieux, la France elle-même, qui est allée bombarder l'hôtel Abidjan à Cocody, parce que elle n'en veut plus de Laurent Gbagbo. Cet agissement de la France aujourd'hui en Afrique, ça ne m'étonnerait pas. Et la France, elle est capable. Elle en a fait aussi en Libye. C'était la même méthode en Côte d'Ivoire. La même méthode a été utilisée en Libye. Parce que en Libye, c'était juste créer une zone d'espace aérien pour protéger les civils. Mais entre-temps, on voit que la France est en train de bombarder la position de l'armée libyenne.
Donc, ça ne me surprend pas. Mais la France a démenti quand même l'information. Mais, si tu veux, un voleur, quand il prend tes objets-là, tant que tu ne le vois, tu ne retires pas devant les témoins, l'objet qu'il a pris, il va dire que non, c'est pas moi qui ai fait. Mais c'est la France. C'est clair. Parce que la France, regarde, imaginez, il y a eu coup d'État. C'est au Niger on a fait le coup d'État, ou c'est en France le coup d'État est venu? Au Niger. Mais à quoi ça sert que Macron convoque un conseil de sécurité à Paris, en France? S'il doit avoir un conseil de sécurité, ce sont les Nigériens qui doivent convoquer ça. Mais pourquoi Macron se permet de convoquer un conseil de sécurité? Pourquoi? S'il n'a pas des intentions, s'il n'a pas des objectifs. C'est bien vrai, cette accusation n'est pas fortuite. Et peut-être vous allez avoir, quand le Mali a accusé la France, qu'elle est en train d'espionner, elle est en train de servir de trucs comme ça. Est-ce que la France a accepté qu'il y ait des débats sur cette accusation? Elle ne fait que seulement non, c'est faux, c'est pas vrai, mais il faut apporter des arguments, des preuves. Donc, cette attaque contre la position, surtout en libérant. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Notre terroriste aujourd'hui au Sahel, c'est la France. Notre terroriste aujourd'hui au Sahel, c'est la France. C'est un État terroriste, c'est un État voyou. Elle ne vit que de la France ne vit que le pillage, la violence, la force. Parce qu'elle en a déjà... C'est ça, la France, elle est construite comme ça. D'accord, alors nous restons toujours au Niger. Le Mali et le Burkina Faso ont envoyé cette semaine une délégation à Niamey, conduite par les ministres d'État maliens, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement. Objectif, c'est témoigner de la solidarité des deux pays au peuple frère du Niger. Oui. Donc, que pensez-vous de ces visites? Oui, moi, cette visite-là, elle est à saluer parce que vous savez, quand vous avez dit à quelqu'un il faut te battre, je vais te soutenir, c'est pas seulement, il faut poser l'acte, il faut passer la parole à l'acte. Parce que aujourd'hui, le seul soutien aujourd'hui que le Niger peut compter aujourd'hui, c'est le Mali et le Burkina Faso, qui d'ailleurs souffrent de la même situation. Oui. Est victime de la même agression occidentale et ont les mêmes cultures politiques, culturelles et économiques aujourd'hui. Donc, le Mali et le Burkina Faso faisant leur communiqué, il faut passer à l'acte. Et en allant justement au Niger, c'est un message aussi pour dire à la CEDEAO, nous avons fait un communiqué, nous voici au Niger. C'est une mise en garde. C'est un avertissement pour leur dire que nous avons dit, si vous attaquez le Niger, nous allons réagir. Donc, cette visite-là, c'est pour donner non seulement aller compatir la douleur que souffrent aujourd'hui ces peuples vaillants, braves du Niger, contre l'impérialisme colonial français aujourd'hui. Donc, ce voyage-là ou cette visite-là, oui, pour moi, ça donne un courage à ces militaires, frères d'armes nigériens, aujourd'hui, le choix qu'ils ont opté aujourd'hui pour libérer le peuple du Niger. D'accord. Alors, pensez-vous que l'union de ces trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, peut mettre fin à cette situation d'insécurité, de terrorisme au Sahel? À mon sens, quand on me pose cette question, j'allais dire oui. Parce qu'aujourd'hui, la zone principale aujourd'hui visée par les terroristes, c'est la zone de l'Iptako-Gourma, la zone de trois frontières aujourd'hui. Oui. C'est leur base. C'est là où les terroristes naissent, grandissent et prennent leur envol pour aller attaquer ces trois pays-là. Alors, si le Niger, le Burkina et le Mali arrivent à s'entendre, à mutualiser les informations, à mutualiser les opérations, à mutualiser autres domaines, je pense aujourd'hui les terroristes vont finir au Niger, comment dirais-je, dans la région du Sahel. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile. Oui. La Libye ne fait pas partie de... La Libye n'est pas frontière à aucun pays de ces pays. Bon, peut-être la Libye fait frontière avec le Niger. Mais c'est très difficile que les terroristes quittent
la Libye pour venir au Sahel. Parce qu'il faut forcément passer soit par le Niger, par l'Algérie ou par le Niger. Et passant par le Niger, il faut traverser le Niger. Donc, le Niger ne va pas accepter cela. Aujourd'hui, c'est très simple, les terrorismes là. C'est une fabrication de l'Occident. Parce que c'est une arme pour nous faire peur. C'est pour nous piller. Puisque aujourd'hui, ils ne vont pas envoyer leur propre armée, mais ils vont envoyer des personnes perdues dans la nature qui vont prendre des armes contre leur peuple, contre leurs frères, hein, pour les tuer, hein, pour des raisons qui n'est même pas religieuses, mais qui est, je ne sais pas, des raisons coloniales, parce que ces grandes puissances-là sont toujours dans cette logique-là. Il faut toujours piller l'Afrique pour s'enrichir. Le terrorisme, cette question du terrorisme aujourd'hui est mal comprise par aujourd'hui beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais je pense que peut-être dans les jours à venir ou dans d'autres émissions, nous allons prendre cette thématique-là pour bien édifier les gens sur cette question-là, et surtout principalement au Sahel. D'accord. Alors, sur un tout autre sujet, la France a suspendu la délivrance des visas au Mali qu'il considère entre guillemets comme zone rouge. Alors, en application de la réciprocité, le ministère malien des Affaires étrangères a également annoncé la suspension de la délivrance des visas aux ressortissants français. Comment expliquez-vous cette décision de la France qui qualifie le Mali des zones rouges? Ah mais, vous vous rappelez, depuis le temps de Ibeka, la France a désigné plusieurs zones rouges au Mali. Au temps de Ibeka, a désigné beaucoup de zones rouges au Mali. Mieux, quand les militaires sont venus au pouvoir, tout récemment, les États-Unis ont fait une déclaration comme quoi que le Mali est très dangereux, donc il faut éviter. Oui. À même moment, on apprend que Air France suspend ses vols au Mali. Et vous savez ce que nos militaires ont fait? Ils ont dit à la France, ok, vous avez suspendu vos vols sur le Mali. Donc vous avez une semaine. À défaut, nous allons attribuer votre voie à une autre compagnie. Et la France, elle est revenue. Elle est revenue. Pour moi, ce comportement de la France, dire que je vais suspendre les visas, c'est pas la première fois. La France a fait la même chose à la Tunisie. Et la Tunisie a aussi réagi. Et la France, elle est revenue encore dans la région. Vous savez, la France, elle est dans l'intimidation. Oui. Donc, cette intimidation-là, nous, les jeunes aujourd'hui, là, c'est de l'eau sur la roche. Ça passe. Tu nous intimides, on fait la même chose, pire que même ce que tu as fait. Parce qu'aujourd'hui, la France et le Mali, qui gagne aujourd'hui dans nos relations aujourd'hui? C'est la France qui gagne plus que le Mali. Si la France suspend ses vols-là, comment dirais-je, ses passeports avec les Maliens, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme le Mali a fait la même chose, oui, et le Mali doit aller plus loin, comme quoi le Mali doit fermer l'ambassade de la France. Au Mali? Oui. Mais le Rwanda a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et le Rwanda aujourd'hui, c'est un État. Donc le Mali, pour aller plus loin, pour dire à la France, ok, il n'y a pas de problème, tu es un État souverain, tu es fort. Nous aussi, on est un État souverain, on est fort. On renvoie leur ambassade. Et puis, on ferme l'ambassade jusqu'à nouvel ordre. Et vous allez comprendre que la France va essayer de plaider encore au Mali. Non, on va ouvrir des trucs comme ça. Là. À un moment donné, je me rappelle quand il y a eu cette histoire de passeport là, l'affaire le fils du ministre des Affaires étrangères là, hein, qui était impliqué dans cette histoire de passeport là. Mais ça crée des bruits. Oui. À un moment, Français avait menacé qu'il allait bloquer des passeports. Donc c'est une intimidation, c'est pour nous divertir, pour nous oublier ou nous détourner de l'essentiel, quoi. Alors, selon vous, quel peut être l'impact de cette décision sur les ressortissants maliens et même français? Bon, l'impact pour moi, je ne vois pas l'impact. Il faudrait que surtout moi je parle des Maliens. Aujourd'hui, oui, nous sommes dans un processus pour avoir notre propre indépendance, notre vraie souveraineté. Et la lutte, l'indépendance, on l'acquiert par les forces.
par la bataille idéologique, par les armes. L'indépendance. Oui, l'indépendance. On n'octroie pas l'indépendance. On l'arrache. Il faut que les Maliens acceptent de souffrir pour que nous puissions être dans notre dignité, pour que nous puissions être dans notre vraie souveraineté. Si aujourd'hui on parle, même l'expression et l'impact aussi, ça va faire la peur dans l'esprit des gens. Il faut plutôt parler quels peuvent être aujourd'hui l'avantage de cette action-là. Parce qu'il pourrait avoir de l'avantage. L'avantage c'est quoi? Désormais la France va respecter le Mali. Oui. Il n'y aura pas de conséquences pour moi, sauf que les Maliens ils peuvent aller. Les Maliens ont l'habitude de faire ça, ils voyagent un peu partout. On quitte ici et on part dans un pays, après on va à la France. En France. Moi je connais des gens, avant de partir en France, ils prennent les vols, aller faire l'escale dans un pays, après ils rentrent en France. Quand on dit on supprime les passeports là, c'est parce que s'il y a les vols directs comme ça là, si vous supprimez les passeports là, alors les Maliens suppriment ici. Mais je pense que la réciprocité dans ce sens-là, ça y va parce que la France, quoi qu'on fasse, la France aujourd'hui a des intérêts toujours au Mali. Ça c'est clair. Si la France tente d'exécuter comme elle a annoncé, de supprimer ses passeports, elle va pleurer. Elle va revenir encore. Parce qu'elle n'a pas de choix. Elle n'a pas de choix. Il faudrait qu'elle revienne à la raison. Donc c'est une menace, c'est pour nous intimider, c'est pour dire que, bon, une fois encore tenter de créer la pression sur nos autorités, voilà, il faut céder. Mais ça ne passe pas comme ça. Voilà. D'accord. Alors, il faut le dire, le Burkina aussi est concerné par cette décision de suspension de visa. Alors, est-ce que vous pensez que là, c'est une manœuvre pour affaiblir les pouvoirs en place? Oui, merci, tu as bien prononcé ces mots. C'est une manœuvre pour tenter. C'est pas pour affaiblir, mais c'est pour tenter d'affaiblir. Sauf que ça ne marchera pas. Nous sommes en avance, quoi. Aujourd'hui, le processus... Là, nous sommes dans une logique où aujourd'hui il n'y a plus droit à reculer. Nos autorités ont compris déjà et ils sont en avance par rapport à l'État français, par rapport aux hommes politiques français qui aujourd'hui ne réfléchissent même pas. Je vous dis ça, hein, les politiques français là, ne réfléchissent pas. Sinon aujourd'hui, la crise qui est entre aujourd'hui la France et ses anciennes colonies aujourd'hui ne devrait pas se produire si les politiques réfléchissent très bien. Mais puisque ils veulent aller dans, dans une logique de nous effrayer, de nous intimider, elle est toujours dans la logique de condescendance. Mais nous, on est éveillés aujourd'hui. Nos autorités aujourd'hui sont déjà des intellectuels mûris pour bien contrer les attaques de la France qui ne servent à rien d'ailleurs. Parce que le Burkina, vous vous rappelez, quand la France a dit qu'on suspend notre aide publique au développement là. Oui. Vous avez vu la réaction de Thomas, d'Ibrahim Traoré. Mais si effectivement pendant 63 ans, cette aide publique au développement n'a pas pu permettre au Burkina de se développer, alors c'est le mieux de se tourner même à cette aide-là. Si aujourd'hui la France pense que ce sont ces détails-là aujourd'hui qui va faire reculer ou intimider nos autorités, je pense qu'elle se trompe. Le mieux, c'est de venir table, discuter égal à égal pour que les deux peuples puissent bénéficier de nos relations diplomatiques, économiques et dans d'autres domaines. Quoi. Voilà, c'est un peu la fin de l'émission. Votre mot pour conclure. Alors, pour conclure, ce que je vais dire au regard de la situation aujourd'hui, et si aujourd'hui les militaires viennent toujours au pouvoir en Afrique, comme il y a un notaire a dit, c'est Bienin, il dit tant que les militaires seront toujours en mesure de réussir les coups d'État, tant qu'ils incarnent la légitimité aux yeux de la population. Cette légitimité que les politiques ont échoué. Donc, à chaque fois que les militaires viennent au pouvoir et que le peuple voit une certaine légitimité, parce que à travers les réclamations,
elle se voit dans les actions de ces militaires-là, les politiques vont échouer. Donc, pour dire aujourd'hui, l'élite, parce qu'aujourd'hui, l'élite politique au pouvoir en Afrique aujourd'hui, ce sont des sécurocrates. C'est-à-dire, je veux dire qu'ils ne cherchent qu'à sécuriser leur propre pouvoir. C'est ce qui est arrivé à Bazoum. Bazoum a armé ces gens, cette unité-là, jusqu'aux dents, pensant que non, c'est fini, il est à l'abri de coups d'État. Mais sauf que ça, c'est la deuxième fois dans l'histoire du Niger qu'un chef d'État, qu'un chef de la garde présidentielle perpétue des coups d'État au Niger. C'est la deuxième fois. Donc, il faut dire aux politiques. La politique, quand vous venez, c'est très simple. Vous travaillez avec le peuple. Vous écoutez le peuple. Vous réalisez ce que vous pouvez réaliser pour le peuple. Mais si vous venez avec un autre agenda, surtout des agendas étrangers, ça ne marchera plus en Afrique. Ça ne marchera plus en Afrique. Nous sommes trop éveillés maintenant pour venir faire des manigances politiques, pour tenter de dire qu'on va faire le développement. Or, on ne voit rien. Donc, ça ne passera plus. Donc, il faudrait que les politiques, avant de venir au pouvoir, sachent qu'il y a déjà maintenant des garde-fous qui ne vont pas tolérer à leurs bêtises au pouvoir. Comme il y a un des leaders chinois à qualifier, ce sont des chiens couchés devant l'impérialisme occidental. Merci. D'accord. Merci, Monsieur Dansoko. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous avions avec nous sur ce plateau Monsieur Famori Dansoko, chercheur, analyste géopolitique, géostratégie. Monsieur Dansoko, merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Je vous en prie, merci et au revoir à la prochaine, Inch'Allah. D'accord. Un grand merci également à vous qui nous regardez actuellement sur Gandhi Malin TV. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout autre numéro de votre émission d'analyse géopolitique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.